Alors, ce cours traite du développement de l'immunité chez le jeune, puis de son évolution au cours de la vie jusqu'à l'immunosénescence. Ces données sont aussi abordées à l'occasion des travaux pratiques en effectuant un dosage du taux d'immunoglobuline chez le veau. En premier lieu, la mise en place des organes et des cellules de l'immunité s'effectue progressivement selon un schéma semblable chez tous les mammifères. On considère que le système est complet au cours du troisième tiers de la gestation. En revanche, il est au repos puisque le milieu utérin est normalement quasi stérile et donc, en l'absence de stimulation de base, le système immunitaire n'est pas totalement fonctionnel. De ce fait, le fœtus est très sensible aux infections et ne peut pas rejeter une greffe. C'est donc le placenta et l'utérus qui protègent le fœtus contre les infections, aussi bien qu'ils contrôlent la tolérance fœto-maternelle. Le nouveau-né sort d'un utérus quasi stérile et il va se retrouver exposé à des milliers de microbes et d'antigènes. Il y aura donc des mécanismes de protection directe grâce aux capacités immunes propres du nouveau-né et aux éléments apportés par sa mère, mais aussi une protection indirecte dans l'isolement du nid. Dans les premiers mois, les capacités immunes du propre du jeune vont se développer progressivement. Pour simplifier, on va dire que les mécanismes d'immunité innée sont efficaces dès la naissance. On dira aussi que l'immunité cellulaire est globalement similaire à l'adulte dès le 10e jour. En revanche, l'immunité humorale est nettement plus faible. Elle se met en place en plusieurs semaines et les réponses anticorps sont surtout de type primaire. Heureusement, l'handicap immun du jeune est compensé par un transfert passif de l'immunité de sa mère. Elle lui apporte la flore commensale, ainsi que des anticorps qui passent à travers la barrière utérine ou dans le lait. La production de lymphocytes par le thymus est maximale chez le fœtus, avec plusieurs millions par jour, et elle reste très élevée chez le jeune. Il y a ensuite un phénomène d'involution du thymus qui réduit nettement la production de cellules à partir de la puberté en gros. La production se maintiendra ensuite à un niveau faible de quelques milliers par jour pendant toute la vie adulte. La quasi-totalité du répertoire est donc créée chez le jeune, puis le thymus assurera un simple renouvellement. À noter que les lymphocytes produits chez le fœtus et le nouveau-né paraissent plus susceptibles de basculer vers la tolérance du fait de l'imprégnation par des cytokines immunorégulatrices et du fait de l'immaturité des cellules dendritiques avec lesquelles ils travaillent. Voici un schéma qui vous montre l'augmentation progressive des différentes classes d'immunoglobulines dans le sang dans les premiers mois de la vie chez l'homme. C'est globalement le même principe dans les espèces domestiques à des rythmes spécifiques. Vous constatez que le taux d'IgA est faible par rapport au taux adulte, ce qui explique en partie la sensibilité des jeunes aux infections ORL digestives et respiratoires. En revanche, le taux d'IgG du jeune devient relativement élevé car il est la résultante de l'apport maternel précoce et de sa production propre. Le jeune produit de plus en plus d'immunoglobuline G de lui-même et celles d'origine maternelle disparaissent progressivement puisque leur demi-vie est d'environ 3 semaines. Attention, il est fréquent que cette dynamique entraîne un creux au moment du sevrage appelé période critique. Il faut faire attention d'éviter de séparer le jeune de son environnement et de sa mère au moment où son immunité est le plus faible. De même, le jeune acquiert dès sa naissance de la flore commensale cutanée et muqueuse d'origine maternelle, mais elle va évoluer ensuite en fonction de son alimentation surtout. Donc il peut y avoir des déséquilibres de flore au moment du sevrage qui risquent aussi de le rendre plus sensible aux infections opportunistes. Donc sur le schéma, on va récapituler les étapes d'acquisition de l'immunité in utero chez le nouveau-né jusqu'au sevrage. Vous voyez en bleu le développement de l'immunité propre du jeune et en rose l'immunité apportée par la mère. Donc l'apport d'éléments immunitaires maternels est indispensable aux jeunes.
Nous n'aborderons dans ce cours que le transfert des anticorps. Cependant, plusieurs études ont montré que d'autres éléments passent la barrière utérine, comme des cytokines et des hormones. Elles influencent le développement immunitaire in utero et peuvent avoir des conséquences à long terme. Donc, en ce qui concerne les anticorps, les anticorps maternels vont apporter une protection immédiate, mais temporaire et limitée aux anticorps de classe IgG et IgA, et surtout, elle est passive. C'est-à-dire que le jeune est seulement protégé vis-à-vis des infections que la mère a rencontrées et pour laquelle elle a fabriqué des anticorps. En revanche, il est mal protégé vis-à-vis des nouveaux germes, ce qui arrive, comme je l'ai dit, si on le change d'environnement. C'est une des raisons pour lesquelles on préconise la vaccination des mères contre les agents responsables d'infections néonatales. Donc, le transfert des immunoglobulines maternelles se fait de façon différente selon les espèces. En tout cas, il se fait par transcytose à travers les épithéliums de la mère, puis à travers l'épithélium digestif du jeune, de façon à diffuser jusqu'au sang. Attention, ce passage de l'intestin vers la circulation sanguine ne marche bien que dans les 48 premières heures de vie. Ensuite, les jonctions cellulaires intestinales deviennent étanches aux immunoglobulines. Donc celles qui sont apportées par le lait vont rester dans l'intestin. Donc le transfert des IgG se fait principalement dans le colostrum, à des taux très élevés par transcytose active. La concentration en immunoglobulines du colostrum est largement supérieure à la concentration sanguine. En revanche, les IgA ne se transféraient que plus tard par le lait et elles resteront dans la lumière intestinale. Dans certaines espèces, comme à des degrés différents, il y a aussi un passage des IgG à travers le placenta en fin de gestation. Le tableau vous montre les variations spécifiques dans ce passage placentaire, colostral et lacté. Donc, retenez d'abord que le transfert passif de l'immunité maternelle est fondamentalement bénéfique. Mais il peut quand même y avoir des problèmes. En premier lieu, ce transfert des IgG par le colostrum peut ne pas bien se passer, ce qui va occasionner un déficit immunitaire temporaire du petit, à l'origine de sa sensibilité aux infections. C'est surtout un problème grave chez les équidés et les ruminants chez qui il n'y a pas de transfert placentaire. Alors il y a de multiples raisons pour ce déficit, la première étant une tétée insuffisante et tardive, la seconde étant un colostrum de mauvaise qualité. Donc le vétérinaire va avoir un rôle important de prévention pour que ce problème ne soit pas sous-estimé. Il faudra parfois tenir compte de l'état sanitaire de la mère, car il vaut mieux un allaitement artificiel que le colostrum d'une mère atteinte d'une infection qui passerait par l'allaitement. En second lieu, il arrive parfois qu'une mère transmette au jeune des anticorps qui sont toxiques pour lui, par exemple des anticorps dirigés contre les groupes sanguins du jeune qui ne sont pas celui de la mère. Et ça peut détruire ses hématies. Alors il s'agit d'un vaste sujet que vous verrez dans l'enseignement de reproduction. Alors voici juste une diapo, et je vais mettre tout sur la diapo, ce sera plus facile. Donc voici juste une diapo pour présenter quelques éléments sur l'immunité de la vieillesse. Alors il existe en effet un phénomène d'immunosénescence qui affecte aussi bien le nombre de cellules immunocompétentes que leur activité. La figure en haut est juste une illustration de l'analyse des gènes et des variations donc, entre le stade jeune et le stade vieux. Alors il y a plusieurs raisons. La première, c'est une conséquence des altérations des épithéliums et du métabolisme qu'on trouve très souvent chez l'individu âgé. C'est aussi une conséquence, comme on l'a vu, de la réduction du fonctionnement des organes lymphoïdes primaires. Et aussi, on observe fréquemment chez l'individu âgé une inflammation chronique. Et elle va affecter les voies classiques de la régulation immune que nous verrons dans des cours ultérieurs. Donc ces anomalies expliquent une plus grande sensibilité aux infections par réduction surtout des barrières innées, mais aussi une moins grande résistance aux tumeurs.
Au bilan, ce n'est pas vraiment l'âge, mais ce sont plutôt les maladies chroniques sous-jacentes qui affectent le plus le système immunitaire. On montre régulièrement que par exemple la réponse vaccinale reste efficace, même chez les individus très âgés du moment qu'ils sont en bonne santé. Fin de ce cours.